Bonjour, bonsoir à tout le monde, à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire en live sur la page de Petit Bambou, de se retrouver tous ensemble pour un moment de pratique de méditation, mais aussi pour parler de joie au travail avec Anne-Valérie Raucourt. Anne-Valérie a fait plusieurs programmes pour l'application que vous pourrez retrouver sur la partie premium de l'application Petit Bambou. Et je suis ravie de vous laisser avec elle pendant l'heure qui arrive. Moi, je reviendrai à la fin sur le temps des questions-réponses. Mais pour maintenant, je vous laisse avec Anne-Valérie. Belle méditation, beau partage et à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Marie et merci derrière Marie à Petit Bambou pour cette magnifique initiative qui me donne l'occasion de contribuer à essaimer un petit peu plus et la joie et la méditation dans le monde du travail. Et il y a peut-être du travail en la matière. Alors, quand Marie m'a proposé de faire ce webinaire, ce LinkedIn Live, Marie m'a laissé carte blanche sur le thème et j'ai tout de suite eu l'élan de choisir ce beau thème de la joie au travail. Alors, pas pour jouer la provocation, parce que le thème peut paraître provocateur et on pourra en parler éventuellement, mais parce que j'ai d'abord une conviction qu'il y a de la place, qu'il y a de l'espace pour la joie au travail. Alors, bien sûr, vous le savez toutes et tous, le monde vit de profondes transformations, et notamment le monde du travail. Et selon les lunettes qu'on porte, on peut se dire que c'est super chouette ou penser que le monde part vraiment en cacahuète. Et la méditation qui va nous aider à cultiver la joie au travail est vraiment une approche très bénéfique, très fructueuse pour éviter la tentation de se pendre peut-être à l'espagnolette. Et outre ma conviction, j'ai envie de dire que la joie au travail, c'est ma passion. C'est ma passion, pourquoi? Parce que je l'avais perdue, j'en ai souffert. La méditation m'a profondément aidée à la retrouver, à renouer avec elle, parce qu'elle n'était pas bien loin en fait. Elle était là. Et j'en ai fait ma mission en fait. C'est vraiment ce qui m'anime de contribuer à transmettre plus de joie dans le monde du travail. Alors, dans ce live, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble? On est pour une bonne heure ensemble à peu près. Je vais vous faire un petit topo, on va dire, sur la joie au travail. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que la méditation, c'est une pratique. La joie, ça se ressent. Donc, on va expérimenter. Je vais guider 2 pratiques de méditation pour vous. Et puis, à la fin, je garderai un temps pour vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. J'ai la chance d'avoir Marie qui va m'aider pour récolter les questions, pour m'aider en ça. Et je vous répondrai, je garderai vraiment un temps précieux pour vous à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit pendant que l'on parle, peut-être pas pendant qu'on médite, ou à la fin, si c'est mieux pour vous. Alors, je vais basculer, si la technique est mon amie, sur voilà, ma présentation que j'ai préparée pour vous. Et nous allons ensemble explorer comment cultiver la joie au travail avec la méditation. Je vais commencer par rapidement me présenter. Alors, je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis enseignante de méditation et coach en psychologie positive. Comme je vous l'ai dit, ce qui m'anime, c'est vraiment la joie au travail. Donc, j'interviens dans des entreprises pour des cycles de méditation, des formations, etc. Et l'autre partie de mon activité, c'est l'accompagnement des femmes, notamment les femmes en transition professionnelle qui ont perdu pour beaucoup la joie au travail et qui ont envie de raviver cette flamme. Donc, j'ai écrit un livre sur ce sujet qui me passionne et aussi créé un programme qui s'appelle Joie au travail pour Petit Bambou, qui était mon second programme puisque j'en ai aussi créé un autre qui s'appelle Travail au féminin. Voilà. On parle souvent de la méditation pour éradiquer le stress. Et moi, quand on dit ça, ça me stresse d'entendre ça. Et je préfère parler de la méditation pour raviver la flamme de la joie. Je trouve ça beaucoup plus enthousiasmant. Et plutôt que de vous en parler beaucoup tout de suite, je vous propose qu'on prenne déjà un temps de méditation.
Un temps de méditation parce que vous avez vécu toute une journée. Vous arrivez peut-être là avec déjà un sacré paquet de valises, des valises peut-être lourdes, des valises peut-être encombrantes. Et on va prendre un temps pour méditer ensemble, voir ce qu'on peut faire peut-être avec ces valises. Est-ce qu'il y en a peut-être quelques-unes qu'on peut laisser derrière la porte, s'alléger un petit peu pour aller commencer à goûter à cette expérience de la joie. Alors, je vous propose tout simplement, là où vous êtes au bon endroit, au parfait endroit. Simplement, pour la posture, on va adopter vraiment la simplicité. La simplicité, c'est juste veiller à avoir une posture stable, une posture droite, une posture ouverte et une posture détendue autant que nous pouvons le faire. Et je vous propose de fermer les yeux si c'est confortable pour vous, de poser les deux mains sur les cuisses, de voir si les deux pieds sont bien posés, ancrés sur le sol, et d'apprécier ce temps, ce cadeau que vous vous faites, ce temps précieux où vous choisissez de couper toutes les distractions, toutes les sollicitations pour venir à la rencontre de tout ce qui est là en vous. À la rencontre de ce corps ici posé dans l'espace. Ce corps qui peut-être porte quelques valises, peut-être un simple petit baluchon, une petite tension, une petite contracture, peut-être la valise ou la grosse malle d'une douleur quelque part, d'un nœud. Voyons si nous pouvons doucement relâcher, détendre, sans forcer. Trouvez juste ce qui est approprié là, dans l'instant. Et peut-être le souffle peut-il nous aider avec sa fluidité, sa douceur, sa tendresse, à lâcher ces valises du corps, à s'alléger un petit peu. Et alors que nous cultivons cette présence au corps, peut-être observons-nous que l'esprit est agité, est confus, est encombré lui aussi de sacs à dos, de baluchons, de valises, peut-être de grosses malles, de pensées, de préoccupations, de tracas, d'angoisse. Observons simplement tout ce qui est là, sans juger, en conscience de tout ce que nous portons. Et peut-être pouvons-nous, dans ces empilements de valises,
en trouver une ou deux auxquelles nous nous cramponnons, nous nous attachons, comme des pensées que nous ruminons. Voyons si nous pouvons les lâcher, les laisser filer, les déposer derrière la porte. Notons que nous avons le choix de continuer à porter ces valises, de peut-être les déposer, ne serait-ce que pour le temps de cette séance ensemble, juste pour cela. Et ainsi, nous veillons à cultiver un peu plus d'espace en nous, un peu plus de clarté en nous. Un peu plus de lucidité en nous. Et alors que notre mental, parfois indompté, aime tant se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que nous n'aimons pas, sur ce que nous ne contrôlons pas, si nous nous amusions avec curiosité à porter toute notre attention sur une chose de notre travail, un aspect qui est bon, qui est beau, qui est bien. Et si nous n'avons pas de travail, ça peut être tout simplement un aspect de cette journée ou d'un travail d'autrefois. Peu importe. Déposons toute notre attention sur une belle, une bonne chose de notre travail. Ça peut être un tout petit aspect, quelque chose de minime, de minuscule, peu importe. Notre attention est comme un projecteur qui va illuminer cela. Et observant les ressentis. Comment est-ce que je me sens quand j'oriente toute mon attention intentionnellement vers cet aspect? Comment est-ce là en moi? Et peut-être pouvons-nous activer l'énergie extraordinaire de la gratitude et ressentir de la gratitude pour cette chose, pour cet élément, pour cet aspect de notre travail ou de notre vie. Ça veut dire merci, ça veut dire apprécier, reconnaître, aimer. Maintenant, je vais vous inviter à lâcher tout focus sur la gratitude, sur cet aspect, sur les valises, pour doucement revenir à la conscience du corps assis, du corps qui respire, de la joie
toute simple d'être là en vie, d'être là ensemble. Juste ça. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux, peut-être déposer un sourire, au moins un sourire intérieur, peut-être un sourire extérieur face à votre écran. Je ne vous vois pas, mais je ressens vos énergies. Voilà, un sourire sur cette expérience. Et il y a immensément de pouvoir dans la gratitude et dans le sourire. Je vais avancer maintenant. On a un peu moins de valises dans nos piles, peut-être, et on va avancer. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Il faut toujours mieux commencer par les mauvaises nouvelles. Dans votre quotidien professionnel, il y aura toujours des pépins. Le travail, c'est comme la vie. Il y a toujours des pépins. Et j'aime à dire que la vie, c'est 50-50. C'est 50% pépins et 50% pépites. Et les pépites, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est déjà bien de savoir ça pour abaisser le niveau des attentes, où on devrait être à 100% dans le bonheur, à 100% dans la joie. Il y a toujours des pépins, il y a toujours des pépites. Et on va voir comment la méditation nous aide à composer au mieux avec les pépins pour peut-être les alchimiser en pépites. Nous sommes en France. Et en France, nous avons une particularité. Nous aimons être pessimistes. Nous aimons être bougons. La France est toujours classée dans les tréfonds de tous les sondages, les enquêtes, etc., sur le bonheur, sur la satisfaction, que ce soit dans la vie, au travail, etc. Il y a plein de raisons pour ça. On est nostalgique d'une époque révolue, de Louis XIV, de Napoléon, de Gaulle ou autres, selon les uns et les autres. Et puis, une sorte de fierté, de snobisme, quelque part, à pas être joyeux au travail. Être grincheux, être pessimiste, être sérieux, ça veut dire qu'on est lucide, qu'on est réaliste, qu'on est rationnel, qu'on contrôle les choses. En revanche, être joyeux, être positif, être optimiste, ça serait être un peu naïf, un peu bisounours. Bref, mieux vaut cacher sa joie au travail. Et je vais vous montrer que c'est pas forcément le bon choix. Alors, la joie, c'est quoi? La joie, fondamentalement, c'est une émotion. Elle fait partie des émotions. Et si on prend simplement les 4 émotions primaires, la joie, la colère, la tristesse et la peur. Après, il y a plein de classifications des émotions. La joie est, curieusement, la seule émotion, entre guillemets, positive. Même si j'aime pas parler d'émotions positives, on va dire plutôt agréable. Après, elle se décline en plein d'autres émotions. La particularité de la joie, comme toutes les émotions, c'est que c'est une énergie. C'est une vibration dans le corps. La joie, elle a une vibration très forte. On voit comme ces enfants, on dit « je saute de joie, j'ai envie de danser de joie, j'exulte de joie ». Elle exprime quelque part une pulsion de vie. Et là, je vais faire très très rapidement, alors pas l'opposition, il n'y a pas d'opposition, mais la comparaison quelque part avec le bonheur, puisqu'on parle pas beaucoup de joie au travail, on parle plus souvent de bonheur au travail. Le bonheur, c'est un état de satisfaction complète, stable et durable. C'est globalement la définition du bonheur. Et le bonheur au travail, ou le bonheur dans la vie, ça devient très vite une quête, un Graal, quelque chose qui est inatteignable, qui sera pour demain, qui sera pour des lendemains plus heureux. On a du mal à concevoir le bonheur maintenant, c'est tellement quelque chose d'ultime quelque part. La joie, elle a quelque chose de plus simple, de plus palpable,
de plus proche, de plus intime. Et elle exprime le besoin de partager, de communiquer. Elle nous donne de la motivation. Elle nous donne envie d'apprendre, de progresser. Il y a une énergie incroyable dans la joie. Alors, c'est bien joli de voir des enfants qui sont en joie, mais la joie, est-ce que c'est bien utile au travail? Parce que oui, c'est agréable d'être en joie. On a cette exubérance, ces sensations, ces vibrations. Mais ça va bien plus loin, plus profond que ça. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Barbara Fredrickson, qui depuis, je pense, une trentaine d'années, consacre toutes ses recherches aux émotions positives. Elle a catégorisé 10 émotions positives ou agréables, dont la joie qui est au cœur. Et elle a élaboré, à la suite de centaines d'études, etc., une théorie qui s'appelle Broaden and Build. La joie, elle a essentiellement 2 impacts sur nous au travail. Le broaden, c'est élargir. Elle nous permet en fait d'élargir notre champ de perception, notre créativité, notre innovation, notre capacité à nous ouvrir aux possibilités, aux relations, à tout ce qui vient à nous. Et on le sent d'ailleurs dans l'émotion de la joie, il y a une forme d'expansion. On est en expansion et on est beaucoup plus créatif, innovant, pionnier, etc. Deuxième pilier de la théorie de Barbara Fredrickson, donc on a broaden et on a build. Build pour construire. La joie, elle nous permet de construire un réservoir de résilience, un réservoir de ressources pour mieux affronter les difficultés futures. Donc, je vais vous le faire très court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est un excellent remède anti-stress, anti-pression, voilà, tout ce qui peut être lourd et pesant pour nous aider à lâcher ces valises dont on a commencé à s'alléger, peut-être avec la première méditation. La joie, plus on ressent de la joie, plus on remplit ce réservoir et plus on est apte à traverser les épreuves avec plus de facilité, de force et de puissance. Donc ça, c'est pour les bienfaits individuels. Et la joie, elle a aussi des bienfaits collectifs, dans le collectif du travail, de l'entreprise ou quelle que soit la structure dans laquelle on travaille. La joie, et vous le savez bien, elle a un potentiel de résonance. Ça, c'est lié notamment à l'effet des fameux neurones miroirs. Ce sont des neurones qu'on a et qui s'activent en fait quand on voit quelqu'un d'autre ressentir quelque chose, émettre quelque chose. Ça active en nous, en fait, la même zone, la même émotion, le même ressenti que chez l'autre personne. On fonctionne ainsi en miroir. Alors, ça peut être juste un léger sourire chez une personne en face de nous qui va commencer à être un catalyseur de cette émotion de joie en nous. Et évidemment, ça marche dans les 2 sens. Ça marche pour une personne qui va être triste, va facilement catalyser un premier sentiment de tristesse chez nous et ça marche pour la joie. Donc, on a comme ça le pouvoir de créer une spirale ascendante de joie et vous savez très bien que dans une équipe, un environnement de travail, il suffit d'une personne joyeuse pour contaminer, il y a un effet de contamination et inversement, une personne bougonne pour aussi un peu plomber l'ambiance. Et la joie, elle a aussi ce pouvoir de favoriser les comportements prosociaux, ces comportements altruistes qui fait qu'on va spontanément avoir envie d'aider les autres, de soutenir, d'encourager. On va aller faire un petit tour par le cerveau. Voilà une IRM de mon cerveau prise il y a quelques années. Alors, je suis un peu prétentieuse en disant que c'était il y a quelques années parce que je pense que maintenant, j'ai toujours le petit hamster dans sa roue. Seulement, peut-être que la roue tourne un petit peu moins vite ou au moins quand elle commence à tourner, j'arrive mieux à ralentir le rythme. Nous avons dans le cerveau ce petit hamster qui produit, on va dire, des pensées. On produit entre 60 000 et 90 000 pensées par jour. 95%, voire plus, sont inconscientes. On n'a même pas conscience de toutes ces pensées. Et 90%, là je vous donne quelques chiffres pour ceux qui ont besoin un petit peu de nourriture rationnelle pour comprendre où on va.
90% ne sont que des répétitions, des histoires qu'on s'est racontées hier, avant-hier, etc. Bref, rien de nouveau sous le capot. La grande question, maintenant, on sait qu'on a toutes ces pensées qui sont inconscientes pour beaucoup, qui sont des répétitions pour beaucoup, et je vais vous dire un dernier élément très important, c'est que 80% de nos pensées sont négatives. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc maintenant, la grande question, c'est qui commande là-dedans? Est-ce que c'est le hamster là qui agite les pensées? Ou est-ce que c'est le penseur des pensées? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous qui sommes aux commandes? Qui est le pilote? J'ai pris une photo d'un tuk-tuk parce que j'adore ça. Qui commande? Qui est au volant? Est-ce que c'est vous avec votre conscience ou est-ce que c'est vos pensées qui vous mènent par le bout du nez? Et vous me voyez venir, on avance petit à petit, pas à pas, vers l'impact de la méditation. Parce que nous sommes en proie à des saboteurs de joie. Et là, je vais vous partager avec vous une position qui, à mes yeux, est très importante. On a tendance à dire, à accuser l'extérieur, à accuser le travail, à accuser le manager, à accuser l'environnement, à accuser tout ce qui nous arrive, l'augmentation qu'on n'a pas eue, le télétravail qui ne se passe pas comme on voudrait, les masques qu'il faut porter, etc., la clim qui ne fonctionne pas pour pas circuler le virus. Il se passe plein de choses. Et on se dit, je ne peux pas être en joie à cause de tout ça. Et si on regardait d'abord ce qui se passe à l'intérieur? Et notre cerveau nous joue des tours. On a plein de biais, en fait, de notre cerveau qui nous joue des tours quand on a envie vraiment de se connecter à la joie. Et la méditation va vraiment nous aider à aller déjouer ces petits saboteurs. Je vous en donne juste deux. Le premier, c'est l'habituation hédoniste. Là, je vous présente, on va l'appeler Gérard. Il a gagné 12 millions d'euros au loto. Il est extrêmement content avec son épouse, qu'on va appeler Corinne. Gérard et Corinne sont enthousiastes. C'est le plus beau jour de leur vie. Eh bien, toutes les études nous montrent que dans un an, Gérard et Corinne, il y a de grandes chances qu'ils aient retrouvé leur niveau de bonheur d'avant avoir joué au loto et gagné. On s'habitue à tout. Et quand on commence un nouveau travail, au début, on est tout feu, tout flamme, tout est beau, tout est nouveau, on apprend, on découvre, etc. Il y a plein de choses qui nous semblent extraordinaires. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, on s'est habitué. C'est l'habituation hédoniste. On n'a plus la conscience, on n'a plus l'attention, on n'a plus la présence à tout ce qui nous avait procuré tant de joie, qui est encore là, mais on est comme immunisé. Deuxième biais du cerveau, le biais de négativité. Notre cerveau, il va s'accrocher comme du velcro, photo de gauche, sur tout ce qui va pas bien, tout ce qui est un danger, tout ce qui est un risque, tout ce qui est perçu comme un danger ou perçu comme un risque. En revanche, il va glisser comme du Tefal sur tout ce qui est potentiellement joyeux, agréable, plaisant, enthousiasmant. Ça glisse. Pourquoi? Parce que notre cerveau primitif, il est câblé pour nous protéger des dangers. Et heureusement, c'est pour ça qu'on est là ensemble maintenant. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne nous sert pas beaucoup. Les vrais dangers pour notre survie, on n'en a pas tant que ça. Alors là, on a le virus, on a plein de moyens de se protéger néanmoins, mais on n'a plus beaucoup de chance de rencontrer un lion à dents de sabre au détour de la rue ou une tribu ennemie qui va nous égorger dans le métro. C'est assez rare et notre cerveau, il n'a pas compris ça. Donc, il va tout interpréter comme « oulala, risque, danger, catastrophe » et orientons toute notre attention sur ce qui ne va pas bien. D'où le fait de ce 80% spontané de pensées négatives. Maintenant que je vous ai dit tout ça, comment développer la joie? Et oui, même au travail, surtout au travail qui doit être, à mes yeux, un espace de joie avec la méditation. D'abord, qu'est-ce que c'est que la méditation? Je ne sais pas si vous êtes des novices ou des méditants expérimentés.
On est tous de toute façon sur le chemin, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de compétition et ça c'est génial, il n'y a rien à atteindre. Et la méditation, c'est un entraînement de l'attention. Un entraînement de l'attention à être au présent, intentionnellement et sans jugement. Et j'aime beaucoup cette image de la boule à neige où dans le quotidien de nos journées, on a l'esprit tout agité, on voit plus, on est dans les tracas, les soucis, l'angoisse, l'anxiété, et ça s'agite et on voit plus rien, on a du mal à prendre nos décisions, et on médite, hop, on s'arrête. Dans cette stabilité, on retrouve de la sérénité, de l'efficacité. Dans cette clarté, on a plus de capacité de discernement. Et dans cet espace plus large, on peut peut-être accueillir davantage des émotions comme la joie qui sont là et qui peut-être n'ont pas la place de s'exprimer quand il y a trop d'angoisse, d'anxiété, quand on est accroché à toutes nos valises. La joie, en fait, elle est toujours là. C'est vraiment une condition intérieure. J'ai presque envie de dire c'est un droit de naissance. C'est une émotion comme une autre et nous sommes toutes et tous équipés de la joie. Seulement, c'est un muscle à travailler dans un espace à recréer. Cette joie de l'enfant qui s'émerveille, qui s'amuse d'un rien, on peut en fait à tout moment la reconnecter. Cette joie de vivre, elle ne demande qu'à revivre. En fait, la joie, ce que je trouve qui est une très bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas perdre la joie. On ne peut pas la perdre. On peut seulement perdre parfois la capacité à la ressentir, mais on peut toujours réactiver cette capacité. Et la méditation est très, très, très précieuse pour cela. Dans mon livre, j'évoque 10 attitudes que l'on cultive grâce à la méditation pour renouer avec cette joie, pour raviver cette flamme. Et là, je vais juste vous en partager rapidement 3. La première, c'est la présence. C'est le socle de la méditation de pleine conscience. La présence à la joie. Et j'ai écrit « Ouvrez les yeux ». Et je pourrais dire « Ouvrez tous vos sens ». On vit tellement dans nos têtes, dans ce monde du travail, on oublie de descendre dans nos corps et dans nos cœurs, là où s'expérimente la joie. La joie, c'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose de corporel, de physique, comme une énergie qui vient du cœur. Et dans la méditation, en fait, on utilise quelque part un outil qui s'appelle l'attention. L'attention, c'est comme un projecteur. Un projecteur qu'on va apprendre à orienter vers peut-être cet espace où se niche la joie. Et un projecteur qui non seulement éclaire, mais en plus qui va pouvoir aspirer pour nous aider à vivre pleinement sur cette expérience dont on va avoir vraiment conscience. Et on va se créer comme ça une mémoire, une empreinte, un trésor de joie qu'on peut réactiver à tout moment. Ça, c'est la toute première qualité qu'on cultive avec la méditation pour contribuer à cultiver cette joie. Deuxième, la bienveillance. La bienveillance, c'est une des 2 ailes de la méditation. Parfois, on utilise cette image de la méditation qui est comme un oiseau avec 2 ailes. Il y a l'aile de l'attention et il y a l'aile de la bienveillance. Et souvent, on oublie cette aile-là de la bienveillance. Et si on oublie cette aile, on a un oiseau qui va être bancal et qui ne va pas bien pouvoir voler, en fait. Il manque cette dimension essentielle et fondamentale. Alors, quand on parle de bienveillance au travail, je vous entends. Ça peut sonner comme un oxymore, comme quelque chose de faux, de paradoxal, de contradictoire, peut-être d'inentendable pour certains. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de mode, de tendance, de le management bienveillant, le leadership bienveillant, etc. Il est important de revenir à la source. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? Ça vient du latin benevolens, vouloir le bien. C'est vouloir le bien de l'autre. C'est pas de la complaisance. C'est pas de la négligence, c'est pas bisounours.
ça peut passer par l'exigence, ça peut passer par de la fermeté. Comme quand on a des enfants, qu'on est profondément bienveillant pour eux, et par moments on est ferme, on est exigeant parce qu'on sait que c'est ce qui va dans le sens de leur croissance, de leur épanouissement, de leur évolution. Donc c'est vraiment une disposition favorable envers l'autre, et plus on diffuse cette énergie de la bienveillance, et chacun en est responsable. C'est pas parce qu'il n'y a pas une atmosphère bienveillante que chacun n'est pas responsable d'être le premier ambassadeur de la bienveillance. Plus on crée un terreau favorable à l'émergence de la joie. Et j'observe qu'il y a une sorte de banalité du bien, comme si c'était juste normal de faire des petits actes de bien. Et non, c'est pas juste normal. C'est ce que j'appelle aussi mettre du cœur à l'ouvrage. Et mettre du cœur à l'ouvrage, ça peut passer par juste un sourire, un café, un petit temps d'échange. C'est aussi ça la bienveillance. Il y a un proverbe africain qui dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et toujours pareil, on va avoir tendance à voir l'arbre qui tombe, mais pas toute cette forêt qui pousse. Et vous pouvez contribuer à être un des arbres de cette forêt qui pousse. Troisième attitude, ce fameux lâcher-prise. Je préfère parler d'acceptation. Et dans le champ de la méditation pleine conscience, on parle d'acceptation. Pourquoi est-ce que j'ai mis un singe là avec sa banane? Parce que j'aime bien utiliser cette petite histoire de cette tribu indienne qui se régale du festin de manger des singes grillés. Bon, on va passer sur l'image, les images que ça peut évoquer. Donc, ils ont besoin d'attraper des singes. Pour attraper des singes, ils prennent des noix de coco. Ils font un petit trou dans la noix de coco. Ils glissent une banane dedans, parce qu'ils savent que c'est le mets préféré du singe. Et le singe, ils suspendent la noix de coco à une branche d'arbre. Le singe, attiré par la banane, rentre sa petite main dans la noix de coco, attrape la banane, est cramponné à sa proie et est prisonnier. Il ne veut pas lâcher sa prise. Il s'agrippe à sa prise. Il lui suffirait de lâcher pour se libérer. Et combien de fois est-ce qu'on est, vous, moi, nous tous, accrochés, agrippés à nos prises, à nos croyances, à notre désir de contrôle, à ce qu'on voudrait qu'il soit et qui n'est pas. Et tant on dépense tant d'énergie ainsi à des luttes vaines, alors qu'on pourrait orienter cette énergie vers des justes combats. Il ne s'agit pas, lâcher prise, c'est pas tout laisser tomber, tout renoncer à tout et ne plus rien faire. C'est allouer notre énergie vers là où on a vraiment un pouvoir d'action. Et c'est là où on peut nourrir la joie. Quand on est dans cette attitude de réponse et de responsabilité, pas dans la réaction et la résistance. Là, il n'y a pas d'espace pour la joie. Ça, en allant un petit peu plus loin, ça invite ce que disait Nietzsche, qui dit le contentement. Le contentement, autrement dire la joie, vient du consentement, vient de ce grand oui à la vie. Et c'est ultimement ce à quoi nous invite la méditation, à dire un grand oui à la vie, à l'embrasser pleinement, à danser vraiment avec elle. Et dans cette danse, il y a assurément de la joie. Alors, j'ai beaucoup parlé. J'ai envie qu'on prenne un temps de méditation ensemble, maintenant, pour aller faire ensemble cette expérience de la joie. Et juste après, je serai là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur la joie, sur la méditation ou tout ce qui vous tient à cœur là maintenant. Alors, je vous propose tout simplement de reprendre notre jolie posture de méditation. On peut imaginer qu'on est stable comme une montagne là posée, une montagne bien droite, une montagne qui est là entre terre et ciel, une montagne puissante. Une montagne bien ancrée.
Et vous allez descendre au cœur de cette montagne. Descendre en vous. À l'écoute de cette expérience qui est là en vous maintenant. Peut-être le souffle peut-il vous aider à tendre cette oreille intérieure. Et vous pouvez simplement suivre son mouvement. Suivre tranquillement l'inspire et suivre tranquillement l'expire. Ressentant peut-être une expansion à l'inspire et un relâchement à l'expire. Au plus près des sensations. Sensations peut-être plus présentes dans les narines, peut-être au passage de l'air dans la gorge, ou peut-être en sentant les poumons qui se gonflent et se dégonflent. Ou peut-être est-ce le mouvement de l'abdomen qui est plus sensible. Ceci simplement pour vous aider à vous ancrer, à vous déposer ici, maintenant, en douceur. Et dans ce temps d'écoute intérieure, peut-être y a-t-il des parties du corps avec de la douleur. Peut-être y a-t-il des pensées qui s'imposent. Peut-être y a-t-il de l'agitation dans l'esprit. Peut-être y a-t-il des émotions désagréables, lourdes. Voyons si nous pouvons dire du mieux que nous pouvons oui, oui à tout ce qui est là. Peut-être est-ce un petit oui timide, ou peut-être est-ce un grand oui franc qui embrasse tout. Voyez si vous pouvez simplement dire le oui qui est juste pour vous. Et maintenant, je vais vous inviter à ramener sur l'avant-scène de votre esprit une expérience de joie au travail. Peut-être est-ce une expérience toute récente, une expérience ancienne. Cela peut être une petite joie, un temps de partage avec un collègue, le premier café du matin, la vue sur le ciel, peut-être
un challenge réussi, une promotion obtenue, un projet fabuleux. Prenez quelques instants pour choisir un moment de joie, en veillant à ressentir cette joie. Confiance que la mémoire de la joie est là. Comment est cette expérience de la joie? Où est-elle dans le corps? Est-elle diffuse ou localisée dans une région du corps en particulier? Qu'est-ce qu'elle provoque comme sensation? Est-ce qu'elle a une température, une couleur, une forme? Est-elle mouvante? Déposant toute votre attention sur cette expérience de la joie. Et si peut-être des pensées vous emportent, c'est normal. Et dès que vous en prenez conscience, vous revenez tranquillement, avec douceur et fermeté sur l'expérience de la joie, sur les ressentis, sur cette sensation corporelle. Et maintenant, je vais vous proposer d'imaginer que vous avez comme un bouton de volume et vous allez augmenter le volume de la joie, amplifier les ressentis. Comme vous êtes sur la fréquence de radio joie et vous montez le son. Comment est-ce? Qu'est-ce qui vit là en vous? À tout moment, vous pouvez, en conscience, vivre cette expérience de connexion à la joie, d'activation de sa fréquence. Tout en laissant cette joie être présente, se diffuser, irriguer chacune de vos cellules. Je vous invite maintenant à vous rétablir dans la conscience du corps. Du corps peut-être assis, les deux pieds ancrés sur le sol, les mains posées sur les cuisses, la lumière qui filtre à travers les paupières, le corps qui respire, le corps qui est respiré par la vie. Et alors que nous allons terminer cette méditation, je vous propose de cultiver cette subtile présence et peut-être de nourrir encore cette fréquence de la joie, sachant que vous êtes le maître à bord, le maître du bouton de volume que vous pouvez augmenter ou diminuer.
à volonté. Alors, on va terminer bientôt cette petite présentation. Le temps des questions va bientôt arriver. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, choisir la joie, et je pose à escient le verbe choisir, c'est un choix à contre-courant, c'est un choix courageux. Comme je vous le disais, on est plutôt dans une loi du pessimisme ambiant et c'est un choix qui nécessite un brin d'audace. Mais plus nous serons nombreuses et nombreux à aller à contre-courant comme cette femme-là en rose, plus nous allons créer le courant majeur en fait, un courant de joie, d'espérance. C'est un choix responsable, ça implique de ne plus se sentir victime, de se sentir responsable, co-responsable avec son travail. Et dans co-responsable, il y a responsable. Donc mon invitation, c'est vraiment qu'on soit toutes et tous des ambassadeurs, des essaimeurs de joie au travail. Alors, je vais arrêter le partage. Nous allons retrouver Marie. Je suis là. Merci beaucoup Anne-Valérie, c'était super. J'ai suivi les méditations comme tout le monde, je pense. Je me sens bien. Merci Marie, je suis ravie. C'était top. N'hésitez pas maintenant, pour ceux qui sont là avec nous, de poser des questions à Anne-Valérie sur effectivement la pratique de la méditation, sur la joie au travail, si vous avez des questions sur ce qu'elle a dit, des questions complémentaires au sujet qu'elle a abordé. Pour le moment, j'en ai pas. J'ai beaucoup de remerciements, des personnes qui témoignent de leur pratique également, qui permet une meilleure concentration. Moi, j'avais une question. Ça m'a interpellée quand tu as parlé des 3 piliers parmi les 10 de ton livre. J'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu peux nous en donner, peut-être 1 ou 2 en plus à l'oral, nous expliquer, développer peut-être un autre pilier, parce qu'on va pas avoir le temps pour beaucoup, mais Alors, un pilier essentiel, celui qui me vient tout de suite là quand on parle, c'est l'intention. C'est l'intention. On a tellement l'habitude en fait d'être ballotté par la vie, d'être ballotté par les événements. Et comme on l'a vu, notre cerveau, quand on est ballotté, il va aller naturellement vers le stress, vers l'angoisse, vers l'anxiété, vers le négatif, vers ce qu'il n'y a pas. Et dès qu'on pose l'intention, et on peut poser une intention de joie, tout de suite, on appelle une énergie en fait. J'aime bien dire que poser l'intention, c'est déjà 50% du travail de ce qu'on veut expérimenter, vivre, faire, avoir. Et pour ma part, je médite tous les matins. Et chaque matin, à la fin de la méditation, je pose une intention. Ou avant un rendez-vous important, un challenge, etc. Avant ce live, j'ai posé une intention. Et le matin, je pose une intention. Et l'intention, ça peut être la joie, ça peut être tout à fait autre chose aussi. Mais déjà, poser l'intention, c'est orienter notre énergie pour être réceptif, davantage réceptif à toutes ces occasions de joie, en fait, qui sont là, mais qu'on ne voit pas, parce qu'on est avec nos œillères, là, enfoncées dans le sillon de nos habitudes. Et l'intention, elle va commencer à nous aider à réouvrir, en fait, ouvrir le champ de nos œillères. Super, merci Anne-Valérie pour cette explication. Donc j'ai beaucoup de merci. Merci pour les méditations, merci beaucoup, merci. Je suis zen, merci. Donc n'hésitez pas à poser des questions même qui vous semblent peut-être basiques sur la méditation, sur comment méditer, quand méditer, voilà, sur votre pratique. J'aimerais aussi, au-delà de la joie au travail, peut-être vous aider à vous engager sur ce chemin-là. Et si votre intention n'est pas la joie, ça peut être tout à fait une autre intention. Si c'est la vôtre, elle est bonne et la méditation peut vous aider de toute manière. Donc voilà, sentez-vous vraiment voilà, à l'aise, accueilli avec toutes vos questions. On peut sortir du champ de la joie. Oui, c'est parfait. Il y a un utilisateur LinkedIn, dont je n'ai pas le nom, qui dit « L'intention me fait penser à une projection mentale ». Alors, j'ai envie de dire que
peut-être la projection mentale, pour moi, ça serait une partie de l'intention. Dans l'intention, il y a une partie mentale, parce qu'on choisit avec notre cerveau ce qu'on désire, en fait, ce vers quoi on veut s'orienter, mais c'est plus que ça. Il y a cette dimension mentale, et ça commence par ça, hein, on est des êtres pensants. Et en plus, il y a une dimension du cœur, en fait. Pour moi, dans l'intention, il y a vraiment une dimension du cœur, parce qu'on va se relier à ce qui est vraiment important pour nous, à ce qui va être proche de nos valeurs, ce qui va faire qu'on est aligné. Et ainsi, on donne une énergie. Et l'énergie, elle ne va pas venir du mental, de la projection mentale. L'énergie, elle va venir du cœur. Donc, je pense que la projection mentale, c'est un des deux piliers de la dimension de l'intention. Alors, j'ai un autre commentaire de Christophe qui dit « Le bonheur au travail me saoule, mais la joie au travail me convient bien mieux. » C'est intéressant parce que ça souligne la notion de bonheur et de joie. Est-ce que toi, tu y vois vraiment une grande différence? Est-ce qu'il y a, voilà, comment tu développerais un peu cette opposition que Christophe fait dans son commentaire? Alors, je rejoins tout à fait Christophe, et c'est ce qui m'a motivée pour écrire mon livre. Le sujet du bonheur au travail me rendait un petit peu mal à l'aise, parce que le bonheur est pour moi un concept. C'est presque un concept philosophique. Alors, il y a plein de définitions, et comme je l'évoquais tout à l'heure, plus au début, c'est un état de satisfaction stable et durable. Quand on a dit ça, moi je trouve ça assez effrayant en fait. C'est une quête, c'est un graal inatteignable, le bonheur. L'état de satisfaction stable et durable, si on est un peu lucide, on sait bien que c'est pas possible. Et du coup, c'est très décourageant. On n'a même plus envie. Et évidemment, je rentre pas du tout dans. Il y a eu en fin 2018 une grande vague du happy bashing, de beaucoup de critiques autour du bonheur au travail, avec un peu les clichés du baby-foot et de la plante verte, etc. C'était très excessif. Mais ce que j'entends derrière, c'est qu'en effet, on a donné aux collaborateurs l'espoir qu'on allait leur donner du bonheur clé en main, du bonheur tout fait, du bonheur sur l'étagère. C'est pas si simple que ça. Le bonheur, c'est complexe quelque part. Et la joie, elle est simple, elle est accessible, elle est tangible, elle est touchable. Elle n'a pas la prétention d'être là tout le temps, parce qu'elle est fugace, et on le sait bien. Mais quand elle est là, qu'est-ce que c'est bon? Et comme je vous le disais, en plus, ça a des bénéfices à long terme. Et je préfère en fait plein de petites joies dans mon quotidien, avec des espaces pour autre chose aussi, que l'attente d'un espèce de bonheur parfait qui risque de me voir passer à côté de ma vie en passant à côté en fait du bonheur et de la vie. Alors que la joie, on peut très facilement pas la provoquer, l'invoquer ou l'inviter plutôt. Ouais, l'inviter, c'est bien. L'inviter. Merci Anne-Valérie pour ce super point de vue que tu as effectivement de cette différence bonheur-joie. On a on a deux autres questions qui sont intéressantes. La première, quelles sont les explications de la méditation en sciences cognitives? Donc j'imagine plutôt la partie neurosciences, l'impact de la méditation sur le cerveau, et donc du coup ce qu'on en sort aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Alors, c'est une vaste question, très vaste question, parce qu'on a maintenant un corpus d'études scientifiques avec des milliers d'études, et c'est une chance inouïe, et ça a amplement contribué à l'essor de la méditation, notamment dans les entreprises, où on avait besoin de rassurer les esprits cartésiens sur le fait que c'est pas juste une pratique spirituelle ou ésotérique. Et ce qui est le socle de tout ça, qui est extraordinaire, c'est qu'on sait maintenant que le cerveau a la capacité de se remodeler, ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. On croyait que
En gros, passé une vingtaine d'années, on était déjà dans la décrépitude assurée. Et qu'à mon âge, on était littéralement foutu avec des centaines de milliers de neurones qui grillaient chaque jour et qu'on ne pouvait rien y faire. Et maintenant, on sait qu'on peut refabriquer des connexions neuronales, on peut ralentir le vieillissement, on peut, selon certaines perceptions, rajeunir certaines choses, on peut intentionnellement activer des aires du cerveau qui vont, par exemple, être plus favorables aux émotions positives. On peut ralentir l'activation de zones du cerveau qui sont plus sensibles justement au stress, etc., pour être moins en mode réactif et davantage choisir nos réponses. Et en fait, on peut, comme ça, modifier, refaçonner, remodeler l'essentiel des aires du cerveau. Et la méditation est une approche profonde et douce. Pour ça, on n'a pas à passer par le bistouri. Et c'est extraordinaire. Après, je ne peux pas rentrer dans le champ de toutes les études parce que, et je ne les connais absolument pas toutes d'ailleurs. Mais voilà, l'idée fondamentale, c'est la neuroplasticité du cerveau. Et il n'y a pas besoin de méditer 3 heures par jour pendant 10 ans pour voir des effets. Et ça aussi, je veux le dire, il suffit de quelques semaines et des courtes méditations. On peut déjà observer à l'IRM des modifications du cerveau. Ça, c'est pour aussi adoucir le côté un peu radical où parfois on dit qu'il faut absolument que vous méditiez pendant au moins 3 mois, 1 heure par jour. C'est décourageant en fait. C'est comme si on vous dit que pour perdre du poids, il faut tout supprimer. À coup sûr, vous allez arrêter au bout de quelques jours. Je vois beaucoup de personnes qui malheureusement arrêtent leur chemin de méditation parce qu'elles se sont mis des objectifs trop élevés. C'est pas un nouveau challenge, heureusement. Et moi, j'invite toutes les personnes que j'accompagne, je les invite plutôt à commencer avec douceur, avec respect pour leur rythme et avec la confiance que assez vite, en fait, vous sentez des bénéfices. Vous sentez cette petite touche de parfum que vous vous mettez le matin si vous méditez le matin. Et ce qui est magnifique, c'est vite aussi, on va vous dire « Ah, tu as changé quelque chose, tu es moins en colère, tu sens plus paisible. » Et ça, waouh, c'est génial. Et ça peut venir assez vite, en fait, ces petits feedbacks-là, qui, naturellement, vont te donner envie, en fait, peut-être de pratiquer plus régulièrement, plus longtemps, etc. Super, merci Anne-Valérie. Et du coup, c'est bien parce que ça rebondit sur une autre question qui est le côté plutôt pratico-pratique de la méditation, Oui. de Julie qui demande une idée de mantra, d'astuce simple pour ramener de la joie lorsque le climat de travail est plutôt vers la morosité. Donc, peut-être dans la journée, des moments où d'un point de vue pratico-pratique et peut-être informel, pas forcément se poser, méditer, etc., mais comment on peut, une fois qu'on a instauré un temps de méditation comme ça dans sa vie, et que tu l'as dit, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps dans la durée de la méditation, mais comment on peut avoir des pratiques informelles qu'on peut venir injecter dans sa vie quotidienne? J'ai tout de suite envie de partager pour moi la super baguette magique activatrice de joie, c'est la gratitude. C'est la gratitude. La gratitude, c'est vraiment une orientation de l'esprit, une ouverture ou une réouverture vers tout ce qui est déjà là et qui est beau, qui est magnifique, qui est bon, qui est délicieux, qui est bien, qui est excellent. Et j'évoquais l'habituation hédoniste, on ne le voit plus en fait. On ne voit plus. Et la gratitude, c'est réapprendre à apprécier, à savourer, à honorer toutes ces petites choses. Et dans le quotidien de travail, vous pouvez jouer à vous dire pendant une journée, je vais intentionnellement porter mon attention vers tout mon environnement en fait. Je vais essayer de capter tout ce pourquoi je pourrais ressentir de la gratitude. Et ça peut être aussi bête que la machine à café qui marche, que l'ascenseur qui marche, que la fenêtre vers l'extérieur, que la chaise confortable sur laquelle je peux m'asseoir, que ce joli papier peint derrière moi. C'est 1000 petites choses, en fait, si on commence à y prêter attention. Et dès qu'on s'ouvre, en fait, à la gratitude, la joie, elle n'est pas bien loin, en fait.
Elle est juste là derrière. Super, merci Anne-Valérie. Et c'est vrai que ton papier peint est très beau, j'aime beaucoup. Ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais moi je le trouve très joyeux en fait. Tout à fait. Eh bien, écoute, je crois que pour j'ai plus de questions. Bon, j'ai effectivement une personne qui remercie pour ce live très intéressant, qui trouve que pour sa part, c'est important d'avoir de la joie dans son travail, mais que malheureusement, parfois, on est rattrapé par des tâches quotidiennes qui sont peut-être un peu lourdes et puis des choses néfastes qu'il peut avoir autour de nous. Mais elle reste motivée puisqu'elle nous dit qu'elle continue sa méditation et que ça l'aide beaucoup. Donc continuez, Stéphane. Bravo pour la persévérance et aussi une des magnifiques qualités à cultiver, qu'on cultive dans la méditation et qui nous aide aussi à arroser des graines de joie qui sont là en nous et qui ont juste besoin de notre attention en fait. La persévérance est une des belles qualités de la méditation. Ouais. Bah, écoute, je te propose, parce qu'on est à 1h05 maintenant du direct, on a plus de questions. On a un dernier commentaire sur ton papier peint. Cette personne, c'était ton fond d'écran. Non, c'est un papier peint. Je vous le confirme avec des joyeux poissons jaunes. Je voulais déjà te remercier, Anne-Valérie, pour ta présence, ton partage et ton regard sur cette belle émotion qui est la joie dans le cadre de notre vie et de notre vie professionnelle. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui ont suivi le live et qui ont commenté. Bien évidemment, oui, le live sera disponible en replay sur le LinkedIn une fois que nous aurons coupé. Donc, n'hésitez pas à partager, à le revoir, à le transférer à vos collègues, à vos managers, à votre direction, à le partager. Anne-Valérie, est-ce que tu veux faire un petit mot de fin? Alors oui, Marie, oui, tous essaimer. Soyez des essaimeurs ambassadeurs de joie. Et voilà, mon invitation, c'est, si vous le sentez, si vous avez envie, demain matin, avant de commencer votre journée, que ce soit une journée de travail ou pas travail, ou télétravail, ou quelle que soit la forme, peut-être d'expérimenter, de poser l'intention de la joie, juste pour voir, pour jouer avec, et pour peut-être expérimenter j'ai envie de dire là, cette grâce. C'est un peu une grâce, la joie, parce que elle arrive comme ça, par surprise, pour expérimenter cette grâce qui nous permet de traverser cette vie qui est parfois un peu sauvage, on le sait en ce moment, qui est un peu mystérieuse aussi, mais qui est tellement précieuse. Et la joie comme compagne de route, c'est une sacrée campagne. Donc, expérimentez l'intention et n'hésitez pas à revenir dans les commentaires après, peut-être demain ou dans les prochains jours, partagez votre expérience. Et merci pour votre présence, parce que ce live est ce qu'il est aussi grâce à toutes vos énergies. Et merci à toi, Marie, parce que c'est précieux pour un live de ne pas être seule à gérer les commentaires, les trucs qui ne marchent pas, etc. Et merci à Petit Bambou pour ces initiatives, parce que le monde du travail en a besoin. Et vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, c'est vraiment une joie pour moi de faire des choses avec vous. Donc, merci à toi, Marie, et au vieux petit bonhomme sage de Petit Bambou. Je lui transmettrai. Merci beaucoup, Anne-Valérie. Bonne soirée à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 9 de 13h à 14h pour un nouveau live avec Sébastien Henry sur la créativité. Donc, vous aurez toutes les infos sur LinkedIn prochainement. Merci, Anne-Valérie. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.